Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que la technique est bonne et que vous m'entendez. Là, je vous accueille chez moi, là, à Paris, pour ce soir, hein. Là, j'ai pas pu regagner Arras avec le confinement qui s'applique à tous. Et donc, en fait, on voulait faire ce petit clin d'œil et vous faire ce petit clin d'œil ce soir avec Camille de Decker, qui est l'éditrice de Sarah, hein, l'éditrice de Beta Publisher, pour vous envoyer un petit message de solidarité pendant cette période difficile que l'on connaît tous avec cette épidémie de Covid-19. Je voulais aussi partager quelques réflexions avec vous, mais là, évidemment, ce soir, c'était surtout un petit message d'amitié, de solidarité, parce que depuis quelques jours, on vit quelque chose de dur, mais aussi d'éprouvant, mais qui est aussi un moment d'expression de solidarité, un moment de partage qui permet de faire face à un certain nombre de difficultés ensemble. C'est ce que je fais à titre professionnel avec Jouve ou avec toutes les équipes de Jouve. On s'efforce de développer des outils numériques d'appui à la gestion de crise pour les hôpitaux, notamment pour permettre de développer des solutions d'admission à distance pour les patients, éviter qu'ils viennent alors que ce serait évitable dans des contextes hospitaliers. Mais là, ce soir, je viens vous parler de Sarah et de ce livre qui me suit ou me précède d'une certaine manière depuis 5 ans. C'est un projet sur lequel je voulais partager un certain nombre de réflexions, encore une fois, dans un format là peut-être un petit peu plus resserré, un petit peu plus intime, puisqu'on est entre amis ce soir, sur ce que m'inspire la résonance de ce projet avec l'actualité que l'on vit. Il y a effectivement quelque chose d'assez troublant, quelque chose un peu comme une boucle causale paradoxale, dans laquelle on a l'impression, avec toute l'équipe qui porte ce projet, de se retrouver depuis finalement son origine. Il y a un lien assez troublant entre Sarah et le monde réel en vérité, puisque l'origine du projet, l'origine de la fiction, vient de ce que j'avais vécu à l'époque quand j'étais directeur général du CHU de la Réunion. On avait eu, avec les équipes du CHU, à affronter une épidémie d'Ebola, enfin un risque épidémique en l'occurrence, c'était plutôt une suspicion de cas pendant 5 jours, et on avait, avec les équipes du CHU, à affronter finalement ce questionnement qui n'a pu être levé qu'au bout de 5 jours, de savoir si finalement on allait avoir la diffusion d'un risque épidémique majeur à La Réunion. Donc suite à ça, l'idée est venue, hein. Vous savez, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les questions d'algorithmique, d'intelligence artificielle appliquée au monde de la santé. Et donc je m'étais demandé, est-ce que finalement cette épidémie aurait été mieux gérée si ça avait été une intelligence artificielle, mon interlocutrice, plutôt que le ministère. Vous voyez, c'était ça le fond de la démarche de Sarah. C'était pas fait au départ pour être un livre ou une fiction, c'était plus un retour d'expérience ou quelque chose comme une catharsis plutôt par rapport à ce qui avait été à l'époque une épreuve, mais aussi un moment dans lequel le collectif hospitalier s'exprime. Et évidemment, mon premier message, il est ce soir pour les collègues professionnels hospitaliers, professionnels de santé en ville, qui affrontent cette crise. Vous vivez des moments difficiles, mais l'élan que vous portez montre à quoi sert finalement le service de santé en France, à quoi sert notre système de santé dans la réponse aux crises. Donc évidemment, je suis avec toute l'équipe qui porte ce projet, on est de tout cœur avec vous, et j'espère que ce livre pourra vous apporter ce qu'il peut vous apporter, c'est-à-dire d'abord du réconfort. C'est une fiction. On doit tous rester chez nous pendant que vous faites le boulot, donc la fiction, elle sert aussi à s'échapper, même si, et j'arrive dans le cœur de mon propos, là évidemment la fiction Sarah ne nous amène pas réellement à nous distancier trop du réel que nous vivons.
Donc c'est quoi les points de connexion et c'est quoi les points de distance entre la fiction et le réel. Et je mettrais peut-être sur un plan différent le premier tome qui était sorti en 2018 et du deuxième, et ça c'est une deuxième boucle causale ou une deuxième coïncidence plus que troublante. On avait prévu avec Camille de Decker la sortie de ce tome 2 maintenant. Il y a déjà plus de 6 mois, donc on est dans un moment où ce livre sort en résonance avec le coronavirus, et à vrai dire, on s'en serait évidemment bien passé de cette congruence d'événements. Donc, par rapport au premier tome, qu'est-ce qui relève de la fiction et qu'est-ce qui relève du réel? Donc en fait, par rapport à ce que j'avais imaginé dans le premier livre, dans le premier tome de Sarah, il y avait cette idée, cet élément d'anticipation qui était que finalement, on avait une intelligence artificielle face à la gestion d'un risque épidémique majeur dans Paris, hein, donc là en l'occurrence c'est la diffusion dans le livre d'Ebola et non pas du coronavirus. Et l'IA mobilise toute une série de leviers technologiques. Donc on voit le levier des réseaux sociaux, le levier du suivi de nos données de santé, le levier de la robotique. Donc ça, vous voyez qu'on est complètement dans le monde réel que nous vivons encore une fois malheureusement en ce moment, avec le recours à de l'IA de prédétection des foyers de Covid-19 qui était utilisé en Chine, qui est actuellement utilisé aux États-Unis. Le recours également à l'intelligence artificielle pour faire de l'apprentissage machine par reconnaissance d'image à partir de clichés pulmonaires. Et donc là, on a déjà la détection par apprentissage machine du Covid-19. Et puis, et là, il y a un enjeu majeur, un point de débat que l'on porte avec Ethikia sur finalement la question de la garantie humaine et des enjeux éthiques associés à l'IA. C'est le développement de ces outils de tracking. Vous avez sans doute vu ça dans les médias avec cette technique de collecte massive de données. C'est ce qui s'applique notamment en Corée du Sud avec le suivi de patients atteints du Covid-19 et qui sont fléchés, suivis, pistés pour prévenir les autres et puis aussi leur rappeler un certain nombre de messages sur l'application du confinement. Donc vous voyez, tous ces éléments-là, finalement, se sont déjà concrétisés dans le monde réel, dans ce que nous vivons en ce moment. Il y avait un deuxième levier, un deuxième vecteur d'anticipation technologique, c'est l'idée que la machine, l'intelligence artificielle, puisse concevoir d'elle-même un vaccin pour répondre à la crise. Alors là, on n'y est pas encore tout à fait, puisque dans le Covid-19, en tout cas de ce que j'en sais ou de ce que j'en suis, donc il y a des travaux qui sont menés au niveau international et en France sur la fabrication de vaccins en réponse à la diffusion épidémique. Néanmoins, on n'a pas encore la mobilisation, en tout cas à ma connaissance, peut-être partielle, du recours à l'IA pour la production vaccinale. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là aussi, le réel a un peu dépassé l'anticipation, puisque en juillet 2019, donc une équipe australienne de l'université Flinders a mis au point la première production vaccinale 100% automatisée par IA. Là, c'était un adjuvant au vaccin contre la grippe saisonnière. Donc, en tout cas, technologiquement, la capacité de produire un vaccin par IA est dans le domaine du possible au moment, en plein cœur de cette épidémie de Covid-19. Donc vous voyez, par rapport à ce que j'imaginais, il y avait des choses justes, mais une erreur de mire assez radicale sur le timing. Quand j'avais écrit Sarah, je pensais que en situant l'action en 2025, hein, c'est le moment où ça se passe dans le livre, je voyais les choses beaucoup trop près de nous par rapport à ces anticipations technologiques. Et en fait, le monde de Sarah est déjà le nôtre maintenant en mars 2020. Donc qu'est-ce que ça peut nous inspirer ou qu'est-ce que ça doit nous amener à réfléchir? C'est
le moment je pense qu'on le sent tous là, à la fois dans nos foyers, pour celles et ceux qui là, comme nous ici, sont confinés, et ceux qui sont en première ligne dans la réponse à l'épidémie, c'est qu'il y a à la fois des opportunités majeures ouvertes par la technologie, mais aussi le risque finalement d'être dépassé par elle. Et vous mesurez tous, et ça c'était évidemment une des idées ou un des thèmes du livre, que la gestion de crise dépasse nos paramètres, qu'elle nous amène à accepter des choses que sans doute en temps réel nous n'accepterions pas si facilement en termes de réduction des libertés, en termes de compression de l'espace public, en termes de réduction du débat. Merci à Charles Namanovici, à tous, hein, je vois vos messages, ça me touche beaucoup, qui nous renvoie un article du Medical Futurist sur NTIC et Covid. Donc effectivement, on a cette matière technologique qui est là, mais aussi le risque que notre débat public, nos libertés publiques s'affaissent, s'abaissent, et que pour répondre aux impératifs de la gestion de crise, d'une certaine manière, on renonce à un certain nombre de valeurs fondatrices de notre système de santé. Donc il faut, et c'est compliqué, combiner les deux impératifs, à la fois maîtriser les risques éthiques et puis ne pas se fermer à la technologie, s'ouvrir à ces innovations qui sont majeures en contexte de crise. Donc de ce point de vue-là, la fiction, et ça c'était enfin, finalement le sens du livre, elle n'apporte pas de réponse. C'est pas fait pour. C'est un livre, c'est un polar qui raconte une histoire. Et je pense que si le livre a eu son écho, s'il a rencontré de l'adhésion chez les lecteurs, mais aussi chez les acteurs du système de santé, c'est aussi peut-être parce que il n'entend pas donner de réponse ou de tracer de chemin. C'est pas de la prescription, c'est plus une réflexion et puis tout simplement une fiction. Je pense que si ce personnage, Sarah, l'intelligence artificielle, a eu là aussi de l'écho, a permis de forger un peu des idées ou des réflexions, c'est parce que c'est une IA qui n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle a pas de, elle ne veut pas notre mal, hein, c'est une machine. Elle obéit à son programme, mais elle nous amène d'une certaine manière à regarder ou à réfléchir sur nous. Et puis, finalement, pour vous dire aussi, là, ouais, je m'approche du deuxième tome et de ce que je voulais partager avec vous ce soir. Euh, Après le premier livre, je n'étais pas forcément dans l'idée d'en faire une suite. On avait, avec Camille de Decker et à toute l'équipe de Beta Publisher, à qui vraiment je veux rendre hommage, parce que Beta Publisher, c'est une super maison d'édition déjà, c'est aussi un groupe d'amis. Quand j'ai présenté le projet à Camille, c'était pas très évident de le prendre, parce que, comme vous l'avez vu, le livre se présente d'une manière un peu inattendue. C'est une combinaison à la fois d'images, mais aussi de textes, de messages, d'éléments numériques. C'est un peu un patchwork qui n'a pas tout à fait la forme traditionnelle d'un livre. Mais Camille a cru dans le projet, elle l'a même devancé en y mettant beaucoup d'elle-même et en donnant matière à voir, matière à lire. Et de ce point de vue-là, la réédition du premier tome qui avait été faite en octobre de 2019 a vraiment permis de dépasser cette dimension-là. Alors il y a Pascal Alberola qui me demande est-ce que tu prévois un tome de Savoie? Oui, peut-être un tome de Savoie, parce que je dois t'avouer, Pascal, que j'aime beaucoup ce fromage et que quand j'écris, ça m'arrive d'avoir des envies de fromage. Donc effectivement, ta question est très très juste et on te fait tous un bisou ici. Donc j'arrive sur le deuxième tome et le moment et le moment de la réflexion où finalement ça s'est passé de manière un petit peu particulière. Donc encore une fois, je vous dis, on n'était pas dans l'idée de faire une suite nécessairement de ce livre.
Mais il y a eu un autre prolongement des idées de Sarah dans le monde réel. Je vois que Pierre Simon est en train de regarder. Salut Pierre. Il a fait partie, Pierre, et un grand nombre d'entre vous aussi, avec Judith Mel, avec toute l'équipe d'Etikia, de ce courant d'idées, à la fois académiques, citoyens, professionnels, qui a permis de porter une idée que j'avais avancée dans le premier tome, qui est l'idée d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. L'idée qu'il faut garder la machine sous supervision si on ne veut pas en perdre le contrôle. Et à vrai dire, je dois dire que cette idée de garantie humaine, elle est certes dans le premier tome de Sarah, mais elle ne m'appartient pas vraiment, parce que dans le livre, quand j'ai pensé à cette machine qui fabrique des vaccins, qui gère la crise, je m'étais dit qu'on ne pouvait pas la laisser tourner toute seule, qu'il fallait quelqu'un d'une certaine manière pour la superviser. Et ça, c'est le garant humain dans Sarah, mais ce garant humain, vous avez vu dans le livre, c'est un peu une forme dérivée, c'est un peu un modèle biscornu, parce que les garants humains, donc là c'est le professeur Paré et le professeur Fuseli, il leur arrive des choses pas tout à fait agréables, ils ne sont pas des personnes parfaites, ils ont même parfois des désordres moraux ou des comportements, on dirait aujourd'hui en politiquement correct, inappropriés. Donc pour moi, le garant humain dans le premier livre, c'était un peu un contre-modèle. Et puis, dans le dispositif, avec l'équipe d'Etikia et notamment avec Florent Parmentier, qui est prof à Sciences Po, spécialiste en géopolitique, c'était un des premiers à me dire, mais finalement, cette notion-là de garantie humaine, elle vaut plus que ta fiction. Et ça, avec Judith, avec l'équipe d'Etikia, on a eu cette réflexion-là et finalement, la notion m'a dépassé. C'est le collectif qui se l'est réapproprié pour en faire une notion en soi qui, aujourd'hui, se retrouve au bout du cheminement dans la loi de bioéthique. Alors, salut à Gérard Payette qui me demande, est-ce que le garant humain est-il toujours fiable? Là, la réponse est non, bien sûr. Il n'est pas fiable, il est fragile, il est perfectible, mais il est humain. Et finalement, dans Sarah, le point que je voulais décrire, c'est que si la machine n'est ni bonne ni mauvaise en soi, elle peut nous amener et nous conduire dans des extrémités qui sont des extrémités que l'on considérerait comme non éthiques du point de vue de la personne. Parce que la machine est froide, elle fait ses calculs et elle va dans l'intérêt de la loi du plus grand nombre. Et si vous réfléchissez bien, je reviens à l'actualité immédiate sur le Covid-19, vous voyez bien qu'on est évidemment au cœur des tensions éthiques que l'on vit en ce moment entre l'individu et le collectif. Et quand vous regardez les choses, les pays occidentaux et la Chine n'ont pas abordé le sujet de la même manière par rapport à la mise en balance de l'intérêt des personnes mises en quarantaine ou des personnes qui contribuent à l'activité de la société. Les Chinois ont appliqué des mesures de quarantaine très très dures dans l'intérêt du collectif. Nous, on a fait le choix de rapatrier nos ressortissants, quitte peut-être à nous exposer à l'agent pathogène, mais parce qu'on considère, et ça c'est peut-être une notion fondamentale, que l'individu, d'une certaine manière, la personne, compte plus que sa valeur quantitative. Alors que vous voyez bien que dans la logique de l'IA, elle est collectiviste, elle va au bout du raisonnement, elle fait des arbitrages parfois durs contre l'intérêt d'un individu dans l'intérêt du collectif. Alors effectivement, quand on est en guerre, pour reprendre les termes du président de la République, il y a une certaine dose de sacrifice qui est nécessairement incluse par la démarche collective qui nous porte, mais la question est de savoir jusqu'à quel point. Et la question est surtout de savoir est-ce qu'on peut en être conscient. Et c'est ça la garantie humaine, c'est être conscient des risques que l'on prend, des dommages collatéraux que l'on cause, et ne pas se laisser embarquer dans un raisonnement mathématique qui serait un raisonnement sans prise en compte de l'individu et de la personne. Donc c'est ça finalement que les hospitaliers, je vois Pierre Thépeau qui regarde, salut Pierre, salut La Rochelle, tous ceux qui sont sur le front en ce moment face à l'épidémie, vous êtes aussi des garants humains, des garants
de la préservation de ces valeurs, d'une certaine médecine française, européenne, qui met au premier rang l'intérêt de la personne. Alors après, l'enjeu pour nous, maintenant, il est d'adapter et de préserver ces valeurs dans un monde de plus en plus technologique et dans un monde où ces outils numériques font vraiment partie de notre quotidien. Et c'est ça qu'il faudra continuer à gérer, à vivre ensemble dans les semaines de ce combat contre le Covid-19 et sans doute après. Et l'après, et c'était la deuxième partie de la réflexion, c'est le sens du deuxième tome. En fait, ce qui s'est passé dans ma réflexion, en tout cas dans mes envies d'écriture, c'était le moment où, donc là on est 2018, 2019, avec Etikia, avec le collectif qui a porté cette démarche, on est parvenu à essayer de faire passer, via aussi le relais du Comité consultatif national d'éthique, la notion de garantie humaine dans la loi de bioéthique, hein, qui est maintenant adoptée par l'Assemblée et le Sénat. Il y a encore un passage à l'Assemblée à mettre en œuvre. Et donc cette notion de garantie humaine, finalement, est entrée dans le monde réel, où elle y arrive. Et là, alors que franchement, je pensais avoir tourné la page de ce livre et que j'en resterai là sur le premier tome, il y a un moment, donc là, vous voyez, on est là à Noël de 2018-2019, où je me suis dit, finalement, le personnage ne nous a pas encore tout dit. Et il faut imaginer le monde d'après, c'est-à-dire le monde où on est dans un monde de la perte de contrôle, un monde où finalement l'après de l'absence de régulation par la garantie humaine, qu'est-ce que ça peut être? Et donc là, c'est l'univers de ce deuxième tome qui en fait se situe, pour vous en faire le pitch rapidement, 6 mois après la fin du récit de l'épidémie d'Ebola à Paris. Donc on a une épidémie qui n'a pas été maîtrisée, qui est devenue européenne. On est dans un moment un peu cardinal qui est 3 jours avant une élection présidentielle en 2026, avec un président sortant qui est celui qui a affronté l'épidémie en 2025, et puis une candidate qui est une candidate d'extrême droite qui s'appelle Tempérance Kernel, qui est au coude à coude avec lui et qui en fait fait commerce d'un point de vue politique de la situation d'accueil de millions de réfugiés européens que la France a dû accueillir, puisque l'épidémie d'Ebola s'est diffusée massivement en Belgique et en Allemagne du Nord. Donc on est dans ce climat de tension et dans ce climat en fait de discordance des stratégies entre les pays européens, la France, la Belgique, l'Allemagne. Et il y a bien ce besoin d'une régulation collective, mais aussi d'une Europe de la santé. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on ressent, je pense, très, très fortement, très, très intimement, tous en ce moment, un peu de tristesse, avec ce manque de coordination ou ces stratégies éparses, avec parfois de la coordination européenne qui se fait jour, mais dont on mesure tous qu'elle pourrait être, qu'elle devrait être plus forte. Donc le monde de Sarah 2, c'est ça, un monde d'épidémie ou de pandémie devenue européenne, et avec comme peut-être fil rouge de ce deuxième tome, la question du qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on a à faire, quelle réflexion on a à apporter collectivement si nous étions confrontés au risque collectif de notre disparition. Et c'est ça le monde de Sarah, d'une humanité qui est du deuxième tome, qui se retrouve d'une certaine manière en étau entre la machine, l'IA, et le virus. Et ce serait peut-être ce deuxième tome, si on réfléchit par rapport à ce que l'on vit avec le Covid-19, le monde de qu'est-ce qui pourrait se passer de pire, c'est une dystopie, si on ne prenait pas ensemble les options nécessaires après être sorti du Covid-19. Et les options nécessaires, c'est plus d'Europe de la santé, plus de coordination, mais aussi plus de garantie humaine face à la technologie. Alors là aussi,
Ce deuxième tome, c'est pas un manifeste, c'est pas une déclaration d'intention, c'est de la fiction. On voit bien, là je vois le retour de Léon Docte et merci. On a une question aussi sur notre démocratie, le rapport au peuple, le rapport à comment est-ce que finalement la technologie s'insère dans notre démocratie contemporaine et comment est-ce que face à la gestion de crise on arrive à préserver les valeurs dont je parlais tout à l'heure. Donc le monde de Sarah, Sarah, de la suite de Sarah, c'est un peu ça. C'est le monde de l'après-Covid si on ne prenait pas toutes les options nécessaires. Et puis donc Gérard dit l'Europe de la santé n'existe pas et en tout cas très éloignée des préoccupations des Français. Tu as raison Gérard, elle n'existe pas et c'est précisément parce qu'elle n'existe pas que on a pris des options aussi discordantes dans la réponse au Covid-19. Alors après, qu'est-ce qu'il faudra en faire? Quelles seront les options à prendre? Là, ce sera sans doute le débat collectif qu'il faudra avoir après. Alors, sur le livre lui-même et l'intention qu'il y a dans ce deuxième tome, euh, je pense que l'idée de ce travail d'écriture, et encore une fois, je me prétendrai pas un écrivain professionnel, hein, c'est pas du tout ma vocation, hein. Il y a euh, des auteurs qui savent bien mieux écrire que moi. Par contre, ce qui m'a animé dans ce projet-là, c'est d'essayer d'emmener le personnage de Sarah jusqu'au plus loin, jusque là où elle pouvait nous emmener jusqu'aux frontières de nous-mêmes finalement dans cette réflexion sur quel est l'avenir quel est notre avenir comme humanité. Alors Xavier demande quelle est l'instance européenne de coordination sur la santé. C'est une bonne question, qui revient dans le monde de 2020. Vous avez une agence européenne qui s'appelle Chafea. D'ailleurs, avec Jouve, on a eu l'honneur d'être retenu pour animer en fait un consortium d'opérateurs, en bonne partie français, pour essayer de préparer un projet de carte de vaccination numérique européenne. Donc il y a l'embryon de l'Europe de la santé, il y a une intention qui existe. Après, pour le moment, factuellement, les Européens n'ont pas fait le choix de se doter d'une Europe de la santé. Alors Léon me dit, oui, vous avez raison, l'OMS existe, c'est vrai, elle établit une coordination. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur de représenter le comité d'éthique du national éthique français à l'OMS dans une task force sur la régulation de l'IA qui a repris cette notion de garantie humaine, donc portée au niveau international, et c'est tant mieux. Donc sur le monde de Sarah, ce qu'on voulait explorer, c'était cette idée finalement aller le plus loin possible dans cette dystopie. Et pour que vous mesuriez ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment un travail collectif, hein. Et effectivement, il y a une série de contributeurs qui sont venus apporter leur pierre à l'édifice. Vous avez, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la découverte du projet au-delà du livre, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, sur les fichiers de Sarah Files, qui sont nourris d'une série de vidéos avec à la fois des acteurs, des professionnels de santé, mais aussi des acteurs du numérique et des vrais professionnels du système, aussi des comédiens qui ont apporté leur contribution. Alors là, vous y verrez Cynthia Fleury qui m'a fait l'honneur de préfacer le livre, Nicolas Bouzou, Thibault Langsade, Florent Parmentier ou encore Fabien Brizard qui, je crois, est en ligne ce soir. Et qui tous ont accepté de jouer le jeu, de se prêter à l'exercice d'anticipation et à jouer soit leur rôle, soit un rôle un peu différent dans le monde de 2026. Et donc du coup, chacun y a apporté sa pierre. Encore une fois, sans prétendre défendre de point de vue, en sachant qu'on touchait parfois de la matière polémique. Et écoutez, je pense que le résultat est intéressant et les premiers retours que j'en ai le montrent. En tout cas, vos premiers retours montrent qu'on a touché ce message. Et je voudrais envoyer un petit salut plus spécifique à Marie Benati,
qui est une comédienne de très grand talent, puisqu'elle va tourner dans son premier film dans quelques semaines, et qui a joué dans les trailers de Beta Publisher. Et Marie, donc, qui là a bien voulu remettre ça pour le tome 2. Et donc Marie sera dans un des trailers qui est un des trailers joués de Sarah 2 et qu'avec Beta Publisher on diffusera ce soir en cadeau pour vous après cette petite session de Facebook Live. Je voulais peut-être apporter un élément de réflexion, un dernier point pour pas être trop long. Le dernier point, c'est vous parlez du personnage de Thaïs Darocha qui fait son apparition dans le deuxième tome. Alors Thaïs, c'est une médecin, une chercheure. Donc Léon, qui est plein de bonnes intentions, à mon endroit, me dit avez-vous l'idée que vous faites partie du passé du monde qui a permis le Covid? Écoutez, oui, sans doute, et j'ai envie de dire comme nous tous, puisque le monde qui était préalable au Covid, on y a tous apporté notre pierre, et effectivement, c'est un peu ce que l'on ressent tous, et c'était le thème sous lequel j'avais voulu mettre le deuxième livre, c'était l'idée que c'est la fin d'un monde. Et on a tous ce sentiment-là, je pense, que l'on vit la fin d'un monde et qu'il y a quelque chose d'autre à construire, peut-être quelque chose de meilleur, en tout cas on peut l'espérer. Oui, je voulais vous parler de Thaïs Darocha. Donc c'est un personnage qui fait son apparition dans le deuxième tome. C'est une virologue qui reprend le pilotage médical de Sarah dans le... Oui, oui, Marie, tu as raison, nous les boomers, c'est encore pire. Et je me range dans la catégorie avec grand plaisir. Donc Thaïs Darocha a fait son apparition, c'est une virologue et qui a fait un grand traité de collapsologie, vous savez, cette science de la fin du monde. Et donc Thaïs, qui joue un rôle dans le livre, je vous en dis pas trop pour pas le spoiler, se retrouve finalement confrontée à des difficultés de faire éditer son livre, puisqu'elle se retrouve en résonance avec la fin du monde qui advient dans le deuxième tome. Et c'est un peu le sentiment que j'ai en ce moment, c'est-à-dire d'avoir écrit un livre sur une pandémie qui bouleverse nos cadres de pensée. Et finalement, j'ai l'impression un peu d'être devenu en quelque sorte moi-même un personnage de mon propre livre. Et effectivement d'avoir été d'une certaine manière dépassé par le réel. Mais vous verrez que le deuxième vous réserve une série de surprises et que heureusement la situation que l'on connaît en ce moment est encore très très loin de ce que nous propose le tome 2 de Sarah, qui amène une réflexion aussi sur le transhumanisme, en tout cas les adaptations de notre humanité face au risque de notre disparition. Un dernier petit mot enfin, pour vous dire que grâce à vous, hein, grâce à tout l'élan que vous avez mis autour de ce livre, il y a un projet de série télévisée qui est en train de voir le jour grâce à Alandra Productions et Déborah Elper et Romain Malbosc. Et donc ce projet, on espère le porter sur les fonds baptismaux cette année, évidemment dans un contexte qui est un contexte difficile pour la production audiovisuelle en France, mais c'est un projet qui recueille beaucoup d'élan et d'allant. Et on a fait le choix avec Alandra et Beta Publisher de construire un partenariat avec la fondation MSF, Médecins sans frontières, qui porte un très très beau projet avec sa fondation d'investissement dans le développement d'outils éthiques, de régulation éthique, de l'IA de l'IA appliquée à la santé. Non, je ne suis pas l'Aurélien Barraud de la santé, Xavier. J'espère pas en tout cas. Je ne sens pas du tout une âme de messianique. J'ai lu Le Point a dit que le livre était prophétique. Je ne me ressens pas du tout dans cette position-là. J'ai été, moi, personnellement, dans une contingence depuis 5 ans qui m'a amené à toucher ces sujets du doigt, ou plutôt à m'y retrouver au milieu. Et c'est, je pense, cette part de vécu-là qui fait que le livre parle. Donc, je vous disais, oui, le projet fait l'objet d'un partenariat avec la fondation MSF. 50% des revenus du livre seront reversés
à MSF. Et par ailleurs, ce projet de série télé, donc, lui sera accolé en fait un fonds de dotation mis en place par Alandra qui opérera une collecte de financement pour la fondation MSF et Clara Nordon. Je vous invite à aller sur le site de la fondation MSF qui porte cette vision d'une mobilisation éthique de la technologie face à un risque épidémique majeur, avec un rôle absolument décisif joué par MSF, joué par l'OMS, joué par les professionnels de santé sur le terrain, dans la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Parce que, et j'en terminerai par là si vous permettez, dans toute cette actualité massive sur merci Léon de votre retour sur cet aspect de la régulation éthique. C'est un peu passé sous silence ces dernières semaines, évidemment, avec toute la focale sur le Covid-19. Eh bien, il y a eu des avancées très importantes dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, ce qui montre que quand l'effort collectif est porté, quand il est fait aussi avec un minimum de coordination multilatérale, on peut vaincre ces risques pandémiques. On peut essayer de se mobiliser collectivement pour y répondre. Il n'y a pas de fatalité à notre disparition, en tout cas je ne le crois pas du tout, je ne suis pas du tout un collapsologue, vous l'avez compris. Le pire n'est pas sûr et on a à se mobiliser collectivement pour que quelque chose de meilleur sorte de ce que l'on vit avec le Covid. Mais on n'est pas encore dans l'après, là on est dans le moment de la gestion de crise ce soir, et donc il faut évidemment tous penser à ceux qui sont au front pour lutter contre l'épidémie, en première ligne ou en deuxième ligne, comme a dit le président hier, ou en troisième ligne, nous tous. Donc le seul conseil que moi je peux vous donner ce soir, c'est évidemment de rester chez vous, de lire. Vous pouvez lire Sarah, mais vous pouvez aussi lire plein d'autres choses moins en prise avec l'actualité immédiate que l'on voit. En tout cas, merci à tous d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci de vos réflexions et de vos retours. Et puis, écoutez, vu les retours qui sont les vôtres et puis la discussion que là on a ensemble par cette voie numérique, on retentera peut-être l'exercice. Alors, dernier plan, quel bilan vous portez sur Orsan et la gestion des risques épidémiques, les plans blancs et bleus par rapport à l'épidémie de Covid-19. Je pense qu'on aura, Max, à avoir une réflexion sur la mobilisation de nos outils de gestion de crise. Je ne veux pas donner le sentiment de celui qui porte un regard rétrospectif, parce que franchement, pour avoir vécu des gestions de crise très en direct, on est toujours beaucoup plus intelligent après. Mais quand même, il y aura une réflexion sur la mobilisation de nos outils collectifs dans la capacité d'anticipation de ces risques épidémiques. Et je pense qu'on aura à répondre très concrètement à des sujets logistiques très pratiques qui sont ceux que remontent les professionnels sur le terrain et pour lesquels on voit qu'on a à parfaire nos outils de réponse et d'anticipation. Donc écoutez, merci à tous pour ce temps d'échange, ça m'a fait très plaisir de vous voir. Prenez bien soin de vous et de vos proches et surtout, restez chez vous. Bonne soirée, à bientôt.